Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette première étape du Tour de France 2024 du côté de l'Italie, du côté de entre Florence et Rimini. On va revenir sur cette journée, bien entendu avec le grand résumé de l'étape, la note de l'étape, le bilan des Bleus, coureur au top, bonnet ban. Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette étape. Je m'excuse déjà parce que je sais à l'heure où j'enregistre, la vidéo arrive avec du retard. L'étape a fini à 18 h. Moi, j'ai voulu avoir les interviews, notamment de Romain Bardet et aussi de Warren Barguil. Donc, ça a pris un petit peu de temps pour ce débrief. Donc, voilà, je m'en excuse. Il n'est pas 21 h. Mais j'espère que la vidéo n'est pas arrivée trop tard avec ma connexion Internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous avez pensé de cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, mais que vous voulez peut-être pas forcément faire un super thanks ou vous n'avez pas les moyens, eh bien plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite par cette étape. Une étape qui a été fort intéressante. Une étape où on a eu du spectacle, on a eu du suspense, beaucoup de choses à dire ce soir. Sur cette étape, on le savait avec un parcours comme celui-là, qu'il y aurait des défaillances, qu'il y aurait peut-être des surprises aussi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé sur cette étape. Deux choses dont je voulais parler avant de parler du grand résumé. Déjà, Anthony Forestier a regardé un Grand Prix de Formule 1 ou de la MotoGP. Car Anthony Forestier, maintenant, sait utiliser deux images en même temps. On a eu une sorte d'écran splitté. Bon, le problème, c'est qu'il sait le faire, mais pas encore de manière optimum, parce que à un moment, à 25-30 km de l'arrivée, moi, j'aurais bien voulu savoir comment ça s'est organisé dans le peloton des leaders, et on ne savait pas trop ce qui se passait, vu que Anthony Forestier voulait bien nous montrer Romain Bardet, mais j'aurais bien aimé également savoir comment ça s'est organisé derrière pour comprendre pourquoi l'écart entre Romain Bardet et le peloton était de plus en plus court. Ça reste Anthony Forestier, bon voilà, mais il y a du progrès quand même, il faut le notifier. Et puis je voulais souligner aussi, ça fait du bien d'avoir Gaël Robic dans la moto derrière le peloton. C'est bien mieux quand même que Nicolas Jay. Comme je dis toujours, Nicolas Jay sait faire des bons reportages, mais il n'est pas bon en direct, Nicolas Jay. Je trouve que Gaël Robic, du côté de France Télévisions, ça apporte un vrai plus. Surtout Gaël Robic, c'est quand même, je trouve, l'un des journalistes les plus sous-utilisés par France Télévisions. Parce que c'est quand même un mec qui s'y connaît parfaitement en sport mécanique et qui s'y connaît également en voile et qui s'y connaît aussi un petit peu en cyclisme ou qui a fait des efforts pour regarder un petit peu ce qui se passait du côté du cyclisme. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. On regarde le résumé de cette étape. Résumé de cette étape, donc du côté de Florence, on partait, il faisait chaud, du côté de Florence, grand soleil. Et ça commençait mal pour un coureur de la Soudal Quick-Step. Jan Hirt tombé au moment de revenir du podium protocolaire. Voilà, un spectateur, il s'est pris un sac à dos d'un spectateur, il est tombé et il a perdu des morceaux de dents, Jan Hirt, et qui va vivre une journée pas top, mais c'est pas celui qui vivra la pire journée sur cette étape. Longue période de départ fictif, 17 km, ça se découpait en deux parties, il y avait 3-4 premiers kilomètres, ensuite il y avait une cérémonie dans Florence, avec notamment les hymnes et la maire de Florence, et puis ensuite ça repartait pour sortir vraiment des petites ruelles de cette ville. Ça a permis à Franck Ferrand de faire le grand show Franck Ferrand pendant ces 17 km. On a eu quelques problèmes techniques comme d'habitude sur ce départ fictif de Tour de France. Il faut savoir que dans beaucoup d'équipes, on change les vélos avant le Tour de France. Donc forcément, des fois, vous pouvez avoir des petits problèmes au niveau de la position de la selle, au niveau des réglages du dérailleur. Parfois, on peut avoir des surprises et dont on ne s'aperçoit pas tout de suite. Donc c'est ce qui s'est passé, notamment pour Nicolas Prudhomme. Le premier attaquant de ce Tour de France, ça sera Valentin
Madouas, le coureur breton qui fera une première attaque mais il sera repris. Et on va voir pendant une quinzaine de kilomètres beaucoup d'équipes attaquer, la Total Energy notamment avec Fabien Grelier, la Groupama, la Cofidis avec Simon Geschke ou encore Alpecin également va tenter sa chance et Romain Bardet. L'échappée, la bonne échappée sort après donc 16 km à 190 km de l'arrivée. On a un groupe de 7 coureurs qui arrive à sortir. À l'intérieur duquel nous avons Mohoric, Madouas, Yon Izagirre, Clément Champoussin, Vandenbroek, Franck Vandenbroek de la DSM, Sandy Dujardin et Matteo Vercher. Ces hommes-là qui vont avoir tout de suite le feu vert du peloton, qui vont prendre assez vite 1 minute d'avance à 182 km de l'arrivée. Ils ont 1 minute 20. D'autres coureurs vont tenter de rentrer mais n'y arriveront pas. C'est le cas de Vermeersch et de Abrahamsen qui sont en contre mais qui n'arrivent pas à rentrer. Une autre tentative au kilomètre 180 avec Odd Christian King et Rasmus Tiller, les deux coureurs de la Uno X, un duo de la même équipe. Là, ça ne marchera pas, ça sera beaucoup plus fructueux en fin de journée. Et puis, un groupe de poursuite va réussir à s'extirper du peloton à 173 km de l'arrivée. De nouveau, Abrahamsen, suivi de Ryan Gibbons. Mais en fait, c'est surtout Jonas Abrahamsen qui roule parce que Ryan Gibbons n'arrive pas à suivre ou ne veut pas collaborer avec Abrahamsen à ce moment-là. Peut-être qu'on a l'objectif avec Mats Pedersen du côté de la Lidl Trek. Il faudra 8 km pour que ce deuxième groupe rejoigne les 7 devant, les 7 qui devient un groupe de 9 mais qui ne sera pas un groupe de 9 pendant très longtemps car 2 km après, à 163 km de l'arrivée, Matteo Vercher est complètement lâché. Peut-être une préparation qui n'a pas été optimale. Ensuite, au kilomètre 161, le groupe numéro 1 a 5 minutes 20 d'avance sur le groupe, sur le peloton. Et c'est le début de la journée galère pour Mark Cavendish à 160 km de l'arrivée. On le voit, Brian Cocard qui va l'arroser et puis il va lâcher, attendu par 4 coureurs, Chesbol, Michael Morkov et Michele Gazzoli. Il va même vomir. Mark Cavendish, qui n'est vraiment pas en forme. Et c'est vrai que le début de saison n'ayant déjà pas été optimal, ce n'est pas très rassurant. Première côte de la journée au col de Valiko. C'est Izagirre qui passe en tête devant Madouas et Abrahamsen. Et EF mène le peloton à ce moment-là. Et on a des sprinteurs qui sont lâchés. À 135 km de l'arrivée, nous avons le groupe numéro 1 qui a 4 minutes d'avance sur le peloton. Derrière, on retrouve un groupe avec Jacobsen et Alexander Kristoff qui est à 6 minutes 15. Mark Cavendish, lui, est déjà à 7 minutes 45 et on commence à être inquiet pour les délais pour Mark Cavendish. À 128 km de l'arrivée, on prend la côte des Forquets. Abrahamsen passe en tête devant Yon Izagirre. À ce moment-là, c'est une côte de 3e catégorie. À 116 km de l'arrivée sprint intermédiaire, c'est Sandy Dujardin qui passe en tête devant Abrahamsen. Dans le peloton, c'est Philipsen qui est en tête devant Mats Pedersen. Groenewegen, lui, est lâché et Kelderman va chuter. Une chute qui ne sera pas montrée à l'écran. Chute sur l'épaule gauche du côté de Kelderman. La malchance ou la série noire plutôt continue du côté de la Visma Isobike. Sandy Dujardin, lui, va être lâché du groupe de tête. Champoussin également. Donc on se retrouve à avoir un groupe de tête diminué. Ils ne sont plus que 6. À 107 km de l'arrivée, la côte de Carnaio, Yon Izagirre repasse en tête devant Jonas Abrahamsen. Abrahamsen qui commence à être légèrement énervé de cette situation. On est à 110 km de l'arrivée, 107-110 km de l'arrivée. Je vous affiche un petit peu la situation à l'écran à ce moment-là. Donc vous avez le groupe de 6, puis Champoussin, Sandy Dujardin. Un groupe avec Groenewegen, avec notamment Ian Hirt et Stephen Williams. Et puis le groupe Mark Cavendish qui a récupéré Jacobsen au passage. Dans la suite de la journée, à 84 km de l'arrivée, le groupe numéro 1 a 4 minutes 50 d'avance sur le peloton.
et le groupe Groenewegen est à 7 minutes 35, Cavendish est qu'à un quart d'heure. Et surtout, le premier coureur à abandonner sur tout Tour de France sera Michele Gazzoli. Une centaine de kilomètres seulement en course pour Gazzoli qui n'était pas dans une grande journée. Et à ce moment-là, EF roule. Et c'est pour ça que l'écart entre le groupe numéro 1 et le peloton diminue, mais il reste encore important. À 73 km de l'arrivée, on attaque la deuxième partie de course avec cet enchaînement de 4 difficultés en une cinquantaine de kilomètres. Et dans la première, la côte de Barboteau, c'est UAE qui est à l'avant, qui emmène et ça va faire des dégâts. Notamment, David Gaudu va être lâché. Dans le même temps, vous avez Madouas qui accélère dans le groupe de devant. Izagirre plus Mohoric vont être lâchés. En fait, seulement 2 coureurs véritablement vont arriver à suivre, Abrahamson et Van den Broek. Vauquelin est également lâché du peloton, comme Mathieu Van Der Poel. Ces coureurs-là ne rentreront jamais. Dans la côte de Barboteau, c'est Abrahamson qui passe en tête devant Madouas et Van den Broek. Pourtant, c'est Van den Broek qui avait lancé les hostilités, suivi ensuite par Madouas, mais Abrahamson arrivera à revenir sur la fin. Il fait preuve d'une grande résilience. Et à 50 km de l'arrivée, c'est le show Romain Bardet qui commence. Il va accélérer à ce moment-là, il y a 1 minute 20, 1 minute 30 d'écart entre le peloton et Romain Bardet. Romain Bardet qui va réussir à revenir très vite sur les hommes de tête grâce au travail notamment de Frank Van den Broek. Dans la côte de San Leo, c'est Madouas qui passe en tête devant Abrahamson. Et Romain Bardet à ce moment-là n'a plus que 20 secondes de retard sur les 2 hommes de tête. Le peloton est à 1 minute 20. Marco Cavendish à 21 minutes et 46 secondes. À 42 km 500 de l'arrivée, attaque de Benelli et Abrahamson lâche les 3 hommes de tête, mais Madouas va également lâcher 2,5 km après. Ce qui fait qu'à 40 km, eh bien, on se retrouve dans une situation où vous avez Van den Broek Bardet, Van den Broek qui passe même en tête de l'avant-dernière côte de la journée. Nous avons ensuite Madouas à 25 secondes, Benelli qui plafonne à 58 secondes. Et puis vous avez le peloton à 1 minute 40 qui a du mal à s'organiser véritablement avec les Lidl Trek qui ne veulent pas rouler. Et surtout, en fait, Mats Pedersen qui fait peur à ses adversaires. Et puis Cavendish à 23 minutes 21. Côte de Saint-Marin, là encore de nouveau Van den Broek passe en tête. Et à ce moment-là, le groupe de tête a 1 minute 38 d'avance. À 15 km de l'arrivée, après la descente de la côte de Saint-Marin, eh bien, il y a encore 1 minute 20 d'avance. Mais l'écart diminue. Pourquoi? Derrière, on s'organise, notamment la EF, notamment la Lidl Trek. Et ce groupe-là va revenir. Et en fait, ils échoueront à 15 secondes. Pourquoi? Car Frank Van den Broek va vraiment se sacrifier dans les 2 derniers kilomètres pour aider Romain Bardet qui remporte cette étape et remporte également le premier maillot jaune de ce Tour de France 2024. On passe désormais à la note, au sondage, avant la note de l'étape. Premier sondage. Pour vous, qui va gagner cette première étape? Eh bien, Tadej Pogačar 28%, Thomas Pidcock 10%, Mathieu Van Der Poel 13%, Tobias Allan Johannesson 4%, un autre coureur 45%. Vous aviez donc raison. Et puis la deuxième question, c'était est-ce que Pogačar va-t-il prendre le maillot jaune? Ce qui était un peu une question similaire sur cette première journée. Eh bien oui, à 32%, non à 68%. Donc là aussi, vous aviez raison. Du côté de la note de l'étape, eh bien c'est déjà une très bonne note pour une première journée. J'ai mis 17 sur 20. C'est compliqué parce que c'est la première étape. Si elle avait été en 3e semaine et qu'on a le même scénario, c'est une étape à 19, 20 sur 20. Là, le problème, c'est qu'on est en début de course et je me dis, il va peut-être y avoir encore mieux. Donc voilà, je suis un petit peu bridé au niveau de ma note. Mais très clairement, c'était une très très belle étape. On a eu du spectacle. On a eu du spectacle parce que on a cette attaque de Romain Bardet, on a cette attaque de Benelli, on a des bagarres également pour le classement de la montagne entre Abrahamson, Izagirre également et même Van den Broek avec Madouas aussi. On a aussi des histoires. Alors bien entendu, la victoire de Romain Bardet en Italie, dans un territoire qu'il apprécie pour son dernier Tour de France, lui qui n'a jamais eu de maillot jaune.
Et puis, du côté des histoires, bah, également la journée galère, du côté de Mark Cavendish, du côté de Fabio Jakobsen, mais qui arrive quand même à s'en sortir ce soir parce qu'ils sont rentrés dans les délais. La journée galère également pour David Gaudu, et puis la journée galère pour Jan Hirt, tombé très tôt, voilà, même avant le départ. C'est ça aussi le Tour de France, ce sont ces histoires, ces belles histoires comme ces histoires malheureuses. Du côté de la note de l'étape, par contre, j'espère qu'on n'aura pas ce souci là demain. Il y avait quand même énormément d'enfants sur le bord de la route et surtout énormément d'enfants qui avaient tendance à courir le long de la route en étant un petit peu seuls. Alors, on en avait déjà eu quelques-uns l'année dernière en France, mais ça c'est vraiment un truc qu'il va falloir également régler du côté des organisateurs, parce que bah, déjà un enfant ça n'a pas à être sans surveillance de ses parents ou sans surveillance d'un adulte, surtout un enfant je pense qui a moins de 10 ans, parce que là à un moment il y avait un pitchoun qui avait je pense 6-7 ans. Et bien surtout encore une fois cette difficulté de gestion du public sur les courses cyclistes, c'est également quelque chose qu'il va falloir peut-être un jour régler, qu'il va falloir surtout réfléchir du côté de l'UCI. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec Romain Bardet. Je vous avais dit lors de Liège-Bastogne-Liège que j'avais peur que du côté de Romain Bardet, il y a toujours un petit peu cette infériorité par rapport à Thibaut Pinot. Cette infériorité par rapport à Thibaut Pinot au niveau de ce qu'il a provoqué au public. Pas forcément même des résultats, parce que les deux ont un palmarès qui est assez équivalent. Au final, Romain Bardet, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot a un peu plus réussi en Italie que Romain Bardet, mais le palmarès est assez équivalent au final quand on regarde ces deux coureurs. Mais j'avais un peu peur que Romain Bardet, qui a toujours été un petit peu plus discret, il y ait toujours un petit peu ce côté, je pense toujours à l'héritage d'un coureur après sa carrière. Je me suis toujours dit, Romain Bardet, je sais pas, il manque un truc pour qu'il soit peut-être presque l'égal de Thibaut Pinot dans le cœur des Français. On a toujours dit, bon, Thibaut Pinot c'est un personnage, mais Thibaut Pinot, il a fait vibrer les Français par certaines actions assez incroyables. Et du côté de Romain Bardet, il manquait peut-être ça. Je pense qu'en 2024, il a réglé ce souci, Romain Bardet. Il a réglé ce souci. Là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est des grosses émotions. Voilà, il provoque de la joie. Il y aura peut-être moins de joie demain en France. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il a provoqué de la joie à beaucoup de gens. Il a été très heureux, je pense. Et surtout, moi, j'ai adoré cette phrase parce que quand il dit « j'avais fait le deuil du maillot jaune », on a l'impression qu'avant cette année 2024, il a galéré quand même en 2024. Hein. Certes, on retient Liège-Bastogne-Liège, on retient là ce maillot jaune du Tour de France, mais Romain Bardet, il a galéré. Il a galéré parce que vous avez un début de saison qui n'est pas formidable, notamment avec Tirreno Adriatico, c'est compliqué. Derrière, le Tour des Alpes, il est là, mais en même temps, il est toujours un ton en dessous des meilleurs coureurs de cette épreuve. C'est-à-dire qu'il est là, certes, mais tu sens qu'il y a meilleur que lui. Et puis, tu as ce magnifique Liège-Bastogne-Liège, où là, il fait vraiment une magnifique course. Enfin, voilà, il est juste fantastique ce jour-là à Liège-Bastogne-Liège. Et puis derrière, il y a ce Tour d'Italie, qui est pas mal, ce Tour d'Italie, mais il manque la victoire. Il n'est pas très loin à Bocca della Selva, mais il tombe sur un énorme paré-peintre. Et j'irais presque son Tour d'Italie est un peu caché par celui d'Alaphilippe, celui de paré-peintre. Et pourtant, il n'est pas horrible, hein, son Tour d'Italie, il fait 9e. Et là, de réussir à s'imposer sur cette première étape du Tour de France, avec en plus cet énorme travail de Van den Broek, on va y revenir là dans quelques secondes, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Je pense que
J'imagine les petits bambins là, qui ont regardé du cyclisme aujourd'hui, les mômes de 6-7 ans, qui vont peut-être pas comprendre tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'ils connaissent peut-être certainement pas la carrière de Romain Bardet et ce genre de choses, mais je pense que ça va leur donner envie de regarder du cyclisme, peut-être même de se mettre au cyclisme plus tard, vu ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Et je pense que les parents seront contents de les emmener au cyclisme. Peut-être que dans d'autres sports où on est peut-être sur un comportement un petit peu plus individualiste. Non, c'est beau du côté de Romain Bardet. C'est un coureur, c'est un gentleman déjà. C'est un coureur qui est juste formidable. Et puis c'est un coureur qui a toujours réussi, j'en parlais, mais à fédérer autour de lui. Là, il fédère Van den Broek, il avait fédéré Michael Scherel aussi. Il a toujours eu des équipes où il a réussi à travailler avec eux. On sait que maintenant, il a ce rôle de capitaine de route aussi énormément avec cette structure. On l'avait vu l'année dernière, notamment sur la Vuelta. Comme quoi, les premières étapes, ça les réussit ces derniers temps. Parce que sur la Vuelta, ils avaient remporté la première étape avec ce fameux contre-la-montre par équipe dans Barcelone dans des circonstances un petit peu particulières et puis là cette première étape sur le Tour de France remporter le maillot jaune. Non, je suis content, et puis je suis content parce que DSM c'est aussi une équipe qui travaille. Certes voilà, ils sont loin en termes de points UCI, mais c'est une équipe qui a une identité, qui essaye de faire les choses correctement. Et ils essayent pas juste de recruter les meilleurs coureurs du peloton, ils essayent aussi de faire du travail de qualité, du travail d'entraînement. Il y a un vrai travail quand tu vois ce que fait Juliette Labousse, il y a un vrai travail. Et puis c'est aussi une structure qui n'hésite pas à mettre des moyens sur le cyclisme féminin, ce qui n'est pas le cas de certaines équipes qui ont pourtant des budgets au-delà de 50 millions d'euros. Notamment UAE, enfin non, UAE ils mettent de l'argent, mais c'est plus du sponsoring que vraiment aider la structure. Je pense notamment à la Red Bull Bora Hansgrohe, notamment, ou à la Bahrain Victorious, ou à Ineos aussi. Pourtant, c'est pas comme s'il y avait des cyclistes britanniques qui étaient talentueuses. Du côté donc de Romain Bardet, ouais, je suis très content. Je suis très content pour lui, il a fait une course parfaite. Cette action à 50 bornes, en plus, quand tu connais l'histoire ensuite avec Barguil qui a raconté. Bon voilà, ils ont beaucoup parlé avec Van den Broek. Van den Broek disait je suis bien, mais voilà, bon, je sais pas si je peux vraiment aller chercher la gagne aujourd'hui. Derrière, il discute aussi avec Warren Barguil. Warren Barguil, il sent qu'ils ont des bonnes jambes et il va lui chercher un pack de glace. Il part avec son bidon plein, il attaque, il revient super vite sur Frank Van den Broek. L'attaque est vraiment très punchy de la part de Bardet. Et puis à la fin, cette collaboration entre les deux. Le côté, quand il parle à Madouas aussi, voilà, c'est toutes les choses qui sont vraiment bonnes du côté de Romain Bardet. Et on voit que du côté de DSM, ils avaient peut-être fait un truc qui est surprenant, mais qui a marché. Ils ont fait une sortie de 3 heures hier. Et on voit que chez DSM, ils étaient vraiment très bien sur cette étape. C'était ça la bonne solution, c'est d'essayer de faire une grosse sortie avant un Tour de France. Comme ça vous met dans le rythme tout de suite. Et ils ont été dans le rythme dès le départ de cette étape. Je voulais saluer également Frank Van den Broek. Je vais le saluer dans cette rubrique-là des Bleus. Je fais une petite anomalie, on va dire, dans cette chronique, dans cette rubrique du côté des coureurs bleus, parce que normalement c'est les coureurs français ou les coureurs étrangers dans les équipes françaises, mais Frank Van den Broek, parce que le travail qu'il a fait aujourd'hui, il a passé 180 km en tête. 190 km en tête de peloton. Je trouve qu'il a été très intelligent aussi dans sa première partie d'étape. Il a vraiment bien géré la première partie d'étape. Je crois qu'il avait bien compris que c'était pas dans les 100 premiers kilomètres que ça allait jouer, c'était dans ces 70 derniers kilomètres avec l'enchaînement des 3 difficultés où il fallait être très fort. Et il a plutôt économisé ses forces dans la première partie de course par rapport à Izagirre et à Brownson, par rapport à même à Madouas. Il a été plutôt discret, et par contre sur la dernière partie il a été très impressionnant. Mais Van den Broek depuis le début de saison, c'est du costaud. Je vous en avais parlé
de Frank Van Den Broek. Et là, il a montré vraiment des très très belles choses. Il a remporté le Tour de Turquie. Alors certes, on peut dire le Tour de Turquie, c'est pas la meilleure course de la saison, sauf qu'il a battu quand même des noms sur ce Tour de Turquie. Et surtout que la DSM n'était pas forcément à son service. On emmenait Jakobsen, on emmenait Andresen. Donc il a réussi à s'en sortir, malgré le fait que son équipe était quand même plutôt destinée à réussir les sprints. Et puis surtout, hyper compact sur un vélo. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, moi ça m'a impressionné. On dit de Remco Evenepoel de d'autres coureurs, mais quand on dit qu'il faut plier les coudes sur un vélo pour être aéro, regardez la position de Van Den Broek, il pliait bien les coudes. C'est pour ça aussi que Romain Bardet était en difficulté, parce que Van Den Broek était, déjà il passait des gros relais, mais surtout il est super aéro. Donc, ce qui fait que pour les mecs derrière, c'est compliqué. Romain Bardet, c'est quand même une grande tige, donc c'était pas forcément évident pour lui. Et Van Den Broek, parce que c'est quand même pas un petit gabarit, Van Den Broek, en taille. Parce que Romain Bardet fait 1m85. Van Den Broek, ça va pas vouloir l'afficher, mais je pense que c'est pas non plus un petit gabarit. Il fait 1m78. Et on avait l'impression vraiment qu'il y avait 20 cm d'écart entre les deux. Donc c'était assez impressionnant. Et Van Den Broek, ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie sur ce Tour de France, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie également à l'avenir sur des belles épreuves, coureur qui a un contrat longue durée. Et puis c'est là où on voit le gros travail de la DSM avec les jeunes, hein, Oscar Only, Max Poul, Van Den Broek. C'est une équipe qui sait découvrir des jeunes pépites, des jeunes talents depuis des années. On poursuit avec les coureurs top. J'ai mis Stef Kras. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à résister au meilleur dans le peloton, Stef Kras. Il revient quand même de loin, Stef Kras. Il faut quand même rappeler, il est dans la chute avec Jonas Vingegaard. Il tombe lourdement. Hein, il fait partie des deux coureurs qui ont été les plus durement touchés avec Vingegaard, bien plus que Remco Evenepoel notamment. Et c'est vrai que là, je me dis... Attends, ça va être dur de revenir. Sur le Tour de Slovénie, il prend la 9e place. Mais de ce que les autres suiveurs disaient, moi j'ai pas vu la course, ça avait l'air d'être très compliqué du côté de Stef Kras. Il avait un peu du mal à retrouver un bon rythme. On avait vu la même chose avec Van Aert. Là, de le voir avec les meilleurs, alors que du côté de son équipe, on ne peut pas dire que la préparation a été idéale, parce que chez Total Energy, ça n'a quand même pas été une journée facile dans cette structure. Parce que je rappelle que tous les autres sont à plus de 20 minutes, hein, même à Mathieu Bourgodeau, au final, finit à 29 minutes. Donc il s'est retrouvé tout seul très vite. Et il a quand même réussi à s'en sortir. Donc ça, c'est très très bien du côté de Stef Kras. On a quand même l'impression hein, dans cette équipe Total Energy que l'équipe qui a été amenée sur ce Tour de France n'était pas forcément l'équipe qui était prévue il y a 2 mois et demi. Le fait qu'on n'ait notamment pas de Pierre Latour, le fait qu'il y a quand même pas mal de coureurs qui ne sont pas là au final, des têtes d'affiche. Je pense à un Villarmoz également, qui n'est pas présent au départ. Même du côté des sprinteurs, on n'a pas Van Gestel, on n'a pas non plus Geoffrey Soupe, par exemple, ni Jason Tesson. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas Fabien Doubet aussi, qui était habitué sur le Tour de France. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être quelques sanctions, peut-être par rapport au résultat de début de saison. Du côté de cette formation, peut-être aussi des choix de Jean-René Bernaudot qui gère son équipe un petit peu à l'ancienne, hein, il faut bien le dire. Et les coureurs qui n'ont pas renouvelé les contrats, des fois, on décide un petit peu de les boycotter dans cette formation. C'était arrivé notamment à un certain Brian Cocard. Mais donc du côté Stef Kras, j'étais un petit peu inquiet. Il arrive à s'en sortir, donc moi je suis plutôt content pour lui, qui est aussi en fin de contrat. Hein. C'est important Stef Kras de se montrer, parce qu'après un début de saison qui a été difficile, hein, abandon sur Paris-Nice, pas excellent sur le Tour des Alpes-Maritimes, aussi du côté de Stef Kras, et bien là, il faut se montrer pour peut-être aller chez Lotto notamment, et pourquoi pas gagner un peu plus d'argent du côté de la Lotto Soudal. On poursuit du côté des coureurs français avec Valentin Madouas. Belle étape du côté de Valentin Madouas. Alors oui, il n'y a pas le maillot à pois du côté du français, mais je trouve qu'il a été vraiment très performant à l'avant. Du côté du coureur de la Groupama FDJ, je trouve que ça s'est vraiment bien passé pour lui. Alors oui, du côté du classement de la montagne, il est deuxième, hein, il n'a pas pris la première place par rapport à Abrahamsen, mais bon, très clairement Madouas, il peut repartir en échappée sur des étapes de montagne.
Puis ça peut peut-être être un bel objectif pour lui. Alors oui, c'est sûr que j'avais dit l'année dernière, notamment avec Nelson Poles, c'est un peu bête de gâcher de l'énergie en début de course parce que parfois ça peut vous manquer sur la suite. Sauf que bah, aujourd'hui c'était 23 points, je crois qu'on pouvait marquer au niveau du classement de la montagne. Ça doit faire partie des 5-6 étapes qui sont non, peut-être pas des 5-6 étapes, mais des 7-8 étapes où vous pouvez marquer le plus de points au classement de la montagne. Parce que je crois que le Diorans c'est moins, Super Dévoluy, je crois me rappeler, c'est moins en termes de nombre de points. Enfin, je crois, hein, je suis en train peut-être de me tromper parce que j'ai fait les présentations hier et comme je les ai fait à la suite, des fois j'oublie certaines choses. Mais du côté de Madouas, c'est plutôt une bonne chose. Il a pris 11 points. Ensuite, il va falloir se refaire la cerise sur les 2 prochaines journées. On verra, pourquoi pas demain. Peut-être il tentera encore sa chance. Mais ils ont aussi Kevin Geniette. Pas un parcours comme demain. Et puis, c'est plutôt la belle satisfaction du jour du côté de la Groupama FDJ qui a connu une journée difficile. Je voulais poursuivre également du côté des coureurs qui ont passé une journée, on va dire RAS. Plutôt une journée intéressante. Guillaume Martin, qui est dans le groupe également des meilleurs. Autant te dire que du côté des Français, ils ne sont pas 150 dans ce groupe-là. Du côté de Guillaume Martin qui finit 25e de l'étape. Et puis Brian Cocard qui finit à 29 minutes mais qui était plutôt pas mal, qui a été lâché tardivement et qui a passé une étape tranquille. Donc j'ai l'impression quand même que du côté de Brian Cocard, les jambes sont bonnes. Après, du côté d'un sprinter, avoir des bonnes jambes, ça ne suffit pas pour aller remporter des grands résultats. Du côté du coureur français, il faudra réussir à avoir un train qui performe également. Je poursuis du côté du bilan des Bleus avec les flops. Pour moi, le flop de cette journée, c'est David Gaudu, Vauclin. Bon, on savait que ça allait être compliqué un petit peu, mais le flop, pour moi, bien entendu, c'est Gaudu. Il chope la Covid au mauvais moment, il s'en est pas bien remis. Mais bon, ça va être, je pense, l'excuse officielle. La réalité, c'est qu'on ne saura jamais. Est-ce que c'est vraiment la Covid ou une préparation qui a encore été ratée du côté de David Gaudu? Parce que c'est vrai que déjà son Dauphiné, il n'est pas bien. Hein. Alors certes, il disait un petit peu à tout le monde, presque en fanfaronnant, oui, mais je suis mieux que l'année dernière. Sauf qu'en réalité, du côté de David Gaudu, c'était toujours pas excellent en termes de résultats. Donc là, c'est vrai que c'est quand même un peu mieux sur le Dauphiné, mais ça restait pas excellent. Première étape du Tour de France, il passe complètement à côté. Alors c'est vrai que la chaleur n'a pas aidé, hein, je l'avais dit, avec ces grosses températures, le fait qu'on n'ait pas roulé depuis longtemps sur ces températures-là, ça allait être compliqué. Et c'est vrai que David Gaudu est breton, donc pas forcément le plus à l'aise avec les fortes chaleurs. Mais je pense que la préparation était loin d'être optimale. J'ai oublié de dire ça également en parlant de Romain Bardet. J'ai quand même été surpris quand je l'ai vu attaquer Romain Bardet à 50 bornes de l'arrivée parce que je me suis dit, mais normalement il n'aime pas la chaleur Romain Bardet. Donc je me suis dit, avec cette chaleur-là, il arrive à attaquer. Bon, il doit avoir des bonnes jambes. Je me suis dit ça, dès qu'il a attaqué, je me suis dit, dis donc, normalement il n'aime pas la chaleur Romain Bardet. Moi je m'étais dit, bon, il est peut-être lâché ou il est peut-être plutôt à l'arrière du groupe. Je me suis dit, s'il attaque, c'est qu'il doit avoir des bonnes jambes. Et il l'a dit en interview, il a travaillé dans ce domaine-là pour être plus à l'aise avec la chaleur. Et sur cette étape, ça a plutôt bien marché. Pour revenir à David Gaudu, oui, c'est un début de tour qui est compliqué. Il perd 20 minutes. Bon, en général, c'est mort. Déjà, l'avantage, c'est que bon, en perdant 20 minutes, s'il repère encore 20 minutes demain, peut-être que sur l'étape 4 ou ensuite sur la suite du Tour de France, il pourra aller chercher des étapes en échappée. Mais bon, déjà il va falloir réussir à rentrer dans les échappées et je suis quand même assez inquiet sur sa condition physique. Et puis encore une fois, du côté de David Gaudu, pour moi ce Tour de France là il était important parce que quand tu vois Lenny Martinez, quand tu vois Romain Grégoire qui progresse quand même dans cette formation, tu te dis est-ce que c'est la bonne carte de choisir Gaudu? Est-ce qu'il ne faut pas mieux miser sur un Martinez? Est-ce qu'il ne faut pas mieux miser sur un Romain Grégoire? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de recruter un grimpeur de qualité dans une autre formation et délaisser David Gaudu? Est-ce que David Gaudu est encore en capacité d'aller chercher un top 5 sur un grand tour? Ça, c'est la grande question. Et là, ça fait quand même depuis quelques temps que c'est compliqué, David Gaudu, parce que déjà, l'année 2023 n'est pas exceptionnelle pour David Gaudu. Sa 9e place sur le Tour de France, oui, c'est bien, mais en même temps, il n'est jamais dans le coup en montagne, véritablement face au gros leader.
Son Dauphiné est catastrophique. Et c'est dommage, parce que c'est quand même un mec qui fait un début d'année 2023, notamment derrière Pogacar sur Paris-Nice. Et depuis, en fait, ce Paris-Nice, il a quand même du mal à enchaîner. Alors, il y avait eu Pays Basque ou Catalogne, où il avait été pas mauvais. Et depuis, c'est quand même très compliqué pour Gaudu. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce que c'est un problème où il a besoin de changer d'air? Peut-être. Mais pour le moment, ça va pas fort. Et puis, dont Lenny Martinez également lâché. Mais vu son Tour de Suisse, je ne suis pas vraiment surpris. Surtout que, grosso modo, ce qu'ils nous ont dit quand même chez Groupama FDJ en interview un petit peu partout, c'est qu'eux, ils voulaient mettre Lenny Martinez depuis quelques temps, mais qu'ils ont prévenu le coureur à la dernière minute. Alors s'ils ont vraiment fait ça, c'est stupide. Soit ils nous prennent pour des cons et que ça a été un choix de dernière minute. Parce que prévenir un coureur à la dernière minute, alors que tu sais que tu vas l'embarquer sur le Tour de France, je vois pas vraiment l'intérêt de lui faire cette surprise-là, surtout quand c'est un coureur qui a besoin d'une préparation en montagne et en altitude. Si c'est le 8e équipier de l'équipe, je peux le comprendre, parce que ça peut être un petit peu un cadeau. Quand c'est un coureur comme Lenny Martinez, que c'est ton jeune peut-être le plus talentueux avec Romain Grégoire, je comprends assez peu l'intérêt de faire ça. Donc soit ils sont débiles, soit ils nous prennent pour des cons, et que c'est vraiment, il y a eu une réunion genre il y a 2 semaines, ils se sont dit, putain on est dans la merde, on est obligé de mettre toute notre carte au départ, parce que David Gaudu, ça sera pas ça. C'est peut-être ça la véritable raison de la participation de Lenny Martinez. Deuxième flop, Kevin Vauquelin. Après, bon, je vous avais dit, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit très performant sur ce Tour de France, enfin pour le général. Du côté de Kevin Vauquelin, la chaleur a peut-être joué, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui avait été performant sur la Flèche Wallonne, mais la Flèche Wallonne, il faisait 4 degrés. Donc ça a peut-être joué. Après, sur la Flèche Wallonne, il avait du mal avec ses mains. Donc peut-être que la chaleur a joué un mauvais tour à Kevin Vauquelin. Peut-être aussi du côté de Kevin Vauquelin que le Tour de Suisse n'était déjà pas exceptionnel et que la forme n'est pas excellente du côté du coureur français qui pourtant avait prévu, lui, dès le début de saison, d'aller faire ce Tour de France. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Wout van Aert. Pourquoi je mets Wout van Aert qui prend la 3e place? Parce que j'avais des inquiétudes ce matin. Des inquiétudes du côté de la Visma-Lease Bike, parce que je me disais, est-ce que cette équipe va réussir à sortir de cette spirale négative, et surtout dans quel état sont ces 2 leaders? D'un côté Van Aert, de l'autre côté Vingegaard. C'était ma grosse interrogation. Dans quelle situation physique ils sont? Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on a compris que Van Aert, il est là. Il n'a jamais été mis en difficulté sur cette étape. Il n'a jamais été dans le rouge. Il a été plutôt à l'aise. Je regardais son faciès. À un moment, on le voyait sur la caméra de face. Ça avait l'air de plutôt aller. Alors, il s'employait un petit peu. Mais ça avait l'air de plutôt aller pas trop mal. Du côté de Wout van Aert. Alors, il finit avec une belle 3e place. Parce qu'en plus, ils ont profité quand même un peu du travail des autres. À un moment, ils ont quand même aidé EF. Mais je pense que c'était aussi des relais un peu de courtoisie. Du côté de cette équipe, l'objectif il est plutôt le général que Van Aert quand même, il faut bien le dire. Et du côté de Wout van Aert, et puis en plus sinon ils auraient dû défendre le maillot demain. C'est pas forcément ce qu'ils aiment le mieux. Je pense que voilà, c'est mieux que ça soit dans cette situation-là. Van Aert aura peut-être la possibilité de gagner demain, le coureur belge. Et du côté de Wout, non, c'est plutôt une belle satisfaction de l'étape du jour. Parce que son Tour de Norvège n'avait pas été exceptionnel. Le Tour de Belgique, non, c'était pas le Tour de Belgique, c'était les championnats de Belgique, je crois qu'il avait fait. Wout van Aert, c'est pas. Oui, c'était les championnats de Belgique où il prend la 5e place du sprint. Mais c'était pas forcément exceptionnel non plus. Donc voilà, on avait assez peu de certitude. Là, avec cette 3e place, on dit à tout le monde je suis là. Et puis surtout, pour les Jeux Olympiques, il montre que les jambes sont déjà pas mal. Hein. Wout van Aert, à un mois des Jeux Olympiques, c'est plutôt très très intéressant à un mois du contre-la-montre des Jeux Olympiques, du côté de Wout van Aert. On poursuit aussi avec Vingegaard qui a passé une bonne journée. Vingegaard qui est dans le groupe des meilleurs. C'était pas assuré, même s'il supporte plutôt bien la chaleur. Hein. Jonas Vingegaard, la grande question, c'était c'était son premier jour de course post-accident
du côté de l'Espagne. Ça faisait donc quand même depuis 2 mois qu'il n'avait pas couru. C'était le seul qui était dans cette situation-là au départ de ce Tour de France. Donc ça, c'était vraiment pas évident. Revenir après 2 mois sans courir, retrouver le rythme. La course a quand même été exigeante d'entrée. Je trouve que c'est quand même pas mal. Du côté de Jonas Vingegaard, Mats Pedersen, ouais, il a réussi à tenir 3800 mètres. Alors oui, il ne s'impose pas aujourd'hui. Du côté de la Lidl Trek, on a manqué de main d'œuvre dans le final. Parce qu'il faut bien dire également que F a fait un gros tempo et qu'il aura manqué un team de Klerk, par exemple, dans le final. Du côté de la Lidl Trek. Et on a bien vu, Ciccone n'a pas fait le job. On a certes mis Verona, mais Ciccone n'a pas passé de relais. L'année dernière, Ciccone travaillait pour Pedersen. C'est peut-être ce qui a manqué également aux coureurs danois dans le final. Mais réussir à être là après 206 km, 3800 mètres de dénivelé positif, c'est le seul sprinter qui est dans ce groupe-là. Il est quand même devant des Van Der Poel. Il est devant, bien entendu, des Brian Cocard. Enfin voilà, il est devant des mecs qui ont du talent, qui passent bien les bosses. Il lui a manqué aussi Ryan Gibbons, mais qui a choisi de prendre l'échappée. Je pense qu'ils ont voulu jouer avec Ryan Gibbons qui a pris l'échappée. L'avantage, c'est comme ça, ils n'étaient pas obligés de rouler derrière. Sauf que ça a joué contre eux, parce que comme ils n'ont pas roulé derrière, c'est EF qui a dû rouler en faisant beaucoup de travail. Et ce qui fait que ça a manqué de main d'œuvre un petit peu du côté de F dans le final avec cette stratégie-là. Bon, voilà, dommage pour Pedersen, qui ne remporte pas le sprint du peloton. Donc ça montre quand même qu'il a dû s'employer sur cette journée, parce que Van Aert et Pogačar sont devant lui. Pogačar qui montre déjà que les jambes sont vraiment bonnes du côté du coureur slovène. Mais Pedersen, 3800 mètres, réussir à passer, c'est quand même une très très grosse performance physique de la part du Danois. Qui est quand même... on parle toujours des ogres, on parle toujours Pogačar, Van Der Poel, et on parle un peu moins de Pedersen. Pedersen, c'est quand même un sacré coureur. C'est quand même un sacré coureur, Mats Pedersen. Bon, c'est comme à l'époque du tennis où vous aviez les 4 gros, c'est vrai qu'on parlait pas de Del Potro, on parlait pas de ces mecs-là, qui ont quand même fait des super matchs, on parlait pas de Wawrinka, qui a fait aussi des super matchs. Pedersen, c'est un peu comme Wawrinka ou Del Potro, quoi. Et c'est le meilleur des autres. Mais alors, il est sacrément bon quand même par rapport aux autres. Du côté du dernier coureur top, j'ai mis Abrahamsen. Maillot à poids aujourd'hui pour Abrahamsen, qui a une bonne santé quand même. On a parlé de Van den Broek, mais Abrahamsen, il passe quand même une dizaine de kilomètres en chasse-patate pour revenir sur l'échappée de 7. Ensuite, il arrive à revenir. Il marque quand même 13 points sur l'étape. C'est l'avant-dernier coureur à être lâché juste avant Madouas. C'est quand même du très solide. Après, on sait que c'est un coureur qui est très résistant. Abrahamsen, je ne pensais pas qu'il grimpait aussi bien. Par contre, Jonas Abrahamsen, je savais qu'il était très résistant. C'est un très bon baroudeur. Mais là, il a été bon sur les bosses. C'est un coureur qui est en forme, vainqueur de la Bruxelles Cycling Classic au mois de juin, deuxième de la Duracell Dwars et Hageland aussi. Mais ouais, là il a été très bon dans les bosses, très solide, très costaud, donc ça c'est très intéressant. Lui qui avait remporté le classement de la montagne de l'étoile de Bessèges, c'était au mois de janvier. Donc c'est bien pour lui, avec ce résultat. Ça va donner de la confiance à cette formation. C'est un coureur qui a déjà marqué 871 points depuis le début d'année, parce qu'il avait pris également la 2e place à travers la Flandre, ce qui est assez excellent quand même. Coureur qui a un contrat jusqu'en 2026 avec la Uno X, mais ouais, j'ai bien aimé la course de Jonas Abrahamsen. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec EF. Ouais, c'est quand même bonnet d'âne parce qu'ils ont roulé toute la journée, ils ont consommé énormément d'énergie. À la fin, ils ne reviennent pas sur les échappées. Et en même temps, ils ne sont pas ratés en termes de stratégie, mais ils n'ont pas été aidés, il faut bien le dire. Non, ils ont pas mal joué en termes de stratégie, mais il leur a manqué de l'aide. Il leur a manqué de l'aide à des moments dans la course. Après, c'est peut-être eux qui n'ont pas incité suffisamment d'autres équipes à leur venir en aide.
Mais c'est vrai que la situation, quand Vauclair interview le directeur sportif de l'équipe, le directeur sportif dit oui, j'ai oublié, c'est un coureur belge qui était très bon à la loto, qui dit oui, bon, bah, la situation est plutôt bonne, Ryan est dans une très bonne journée, derrière on contrôle bien autour de Pedersen qui s'accroche. Avec un écart qui était raisonnable du côté de la Lidl Trek, mais l'écart était raisonnable surtout parce que du côté de F, on faisait un gros travail. Le problème, c'est qu'en faisant ce travail-là du côté de la EF, bah, on a consommé des coureurs, même si on a été intelligent pour faire revenir Bissegger, pour faire revenir 2-3 mecs à un moment dans une période de transition. Déjà, ça a permis à l'échappée de reprendre 5 minutes 30 d'avance. Et puis surtout, derrière, il y avait toujours personne qui collaborait. C'est ça qui leur a manqué chez EF, parce que dans le final, ils ne sont pas en capacité de rouler suffisamment fort. Parce que, au bout d'un moment, tu n'as plus que 2 coureurs devant Bettiol. Et Carapaz, on ne l'a pas fait rouler devant Bettiol. Tout simplement, hein, parce que Carapaz, certes, on a dit c'est la chasse aux étapes, mais bon, Carapaz, ça reste un coureur qui, pour le général, peut faire quelque chose. Là, il y en a quand même. Gaudu a sauté, vous avez Vauclin également qui a sauté, donc pour un top 10, il y a peut-être 2 coureurs potentiels qui ont disparu. Donc forcément Carapaz, ça peut faire des gains de place. Et puis du côté de F, je pense qu'on a mal joué à un moment, c'est quand on a attendu les autres coureurs et qu'ensuite on a décidé de rerouler. Je pense qu'il aurait fallu jouer vraiment le coup de poker à fond et dire vous voulez pas rouler avec nous, on roule pas. Voilà, on roule pas. Et puis nous on attend que ça soit Visma, ça soit UAE qui fasse le travail. Nous on décide que on roule plus à ce moment-là. Sauf qu'ils n'ont pas été assez roublards à ce moment-là. Qu'ils ont quand même continué à rouler. Et ça je pense que ça a été l'erreur, parce que déjà ils consomment de l'énergie. Et qu'en plus les autres équipes se sont dit de toute manière il y a EF qui fait le travail. Donc pourquoi Movistar mettrait un coureur, pourquoi Visma Lease the Bike mettrait un coureur à ce moment-là alors que la UF roule. C'est là qu'a été le problème. Et c'est vrai qu'en dépensant autant d'énergie, ne pas récupérer la victoire et le maillot jaune, c'est extrêmement frustrant ce soir du côté de l'EF. Je pense que ce soir, la DSM fait la fête. Du côté de la EF, les têtes à table, elles ne doivent pas être très très joyeuses. Deuxième bonnet d'âne, Stephen Williams, le coureur d'Israël. Sur une étape comme ça, 3700 mètres de dénivelé positif, on se souvient qu'il avait été bon à la Flèche Wallonne. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien, depuis la Flèche Wallonne, Stephen Williams, c'est un petit peu compliqué pour le coureur anglais, de manière assez surprenante. Il a fait une très bonne Flèche Wallonne, on s'en souvient, avec cette victoire où il est costaud, il fait vraiment une performance assez exceptionnelle. Et depuis, c'est compliqué, non-participation au championnat de Grande-Bretagne. Alors certes, il y a une deuxième place au Tour de Suisse à Ruchicon, mais en dehors de ça, c'est pas forcément fantastique. Mercantour Classique, il est loin. Liège-Bastogne-Liège, il est loin aussi. Voilà, il en manque un petit peu du côté de Stephen Williams. Après ce grand début de saison, peut-être qu'il a du mal à relancer la machine, le Britannique. Et là, sur cette première étape, je m'attendais un petit peu mieux. Après, je me suis dit que cette contre-performance est également un petit peu explicable du côté de Stephen Williams. C'est un coureur qui a remporté la Flèche Wallonne dans des conditions extrêmement fraîches. Là, aujourd'hui, il faisait 36 degrés et on n'est pas du tout sur la même condition. C'est peut-être la chaleur qu'il a eu du mal à supporter Stephen Williams. Mais c'est vrai que je me disais, du côté d'Israël, vous aviez ce coureur-là. Alors, heureusement pour eux, il y a Derek Guy qui est dans le bon peloton. Mais c'est vrai que c'est dommage pour Stephen Williams, parce que Fuglsang il a fini à 18,46 aussi. Et Williams il finit même à 29 minutes. Il finit avec Ackermann et Jake Stewart. Voilà, il n'a pas réussi à s'en sortir sur cette étape, c'est dommage. J'espère que ça ne va pas être une course trop compliquée pour le coureur britannique qui participe à son 3e grand tour, mais c'est son premier Tour de France de sa carrière à Stephen Williams pour le moment. On poursuit avec les bonnets d'âne, bien entendu avec Cavendish. Quelle journée difficile pour Cavendish. Alors, je vais quand même souligner le courage, parce que
avec 34 victoires sur un grand tour, il y aurait plus d'un mec qui aurait bâché, hein, qui aurait dit moi j'ai déjà fait ma carrière, je suis à 6 mois de la retraite, j'ai plus la tête à souffrir à ce point-là sur un vélo. Parce que là aujourd'hui c'était de la souffrance pour Cavendish. Donc je veux saluer ce côté, voilà, cette abnégation du côté de Mark Cavendish, d'être allé au bout de cette étape, d'avoir fini dans les délais, ce qui à un moment était quand même mal embarqué, et on sait que parfois vous avez des coureurs qui, quand ils savent que les délais vont être durs à aller chercher, ont tendance à abandonner vite. Lui, il a été jusqu'au bout, épaulé par des équipiers, sauf qu'il y a un des équipiers qui a abandonné aujourd'hui, c'est Gazzoli. Donc ça veut dire, je pense que chez Astana, on avait plusieurs coureurs qui n'étaient pas au top de leur forme. Peut-être un petit virus, peut-être un bobune pas frais lors du repas de la veille. Ça a été très compliqué pour Cavendish. Ouais, il était sans force, complet, le coureur britannique. Mais bon, ça ne me rassure absolument pas sur sa situation. Déjà parce que on sait que Cavendish, c'est pas le coureur qui grimpe le mieux. Donc si physiquement il n'est pas au top, si c'est une diarrhée par exemple, une gastro, ça peut être dur de s'en remettre physiquement, de retrouver de l'énergie. J'espère en plus qu'il n'a pas perdu l'appétit, Mark Cavendish, parce que ça c'est le pire pour un coureur cycliste sur un grand tour. Et surtout je me dis, demain c'est encore dur, donc Cavendish il va encore perdre du temps. Mardi c'est très compliqué encore. S'il ne retrouve pas un petit peu la santé, Cavendish, mardi c'est fini, le Tour de France. Donc ouais, c'est dommage, parce que c'est une légende du cyclisme, et qu'on n'aimerait pas qu'elle arrête sur un abandon le Tour de France, on va dire de cette manière-là. Ça serait un peu tristoun. Je dis toujours, mais c'est vrai qu'on aime bien quand les légendes arrêtent au top. Là, Romain Bardet, il va arrêter. Bon, il n'y aura pas grand-chose à se reprocher. Deuxième de Liège, deuxième, maillot jaune sur le Tour de France. Peut-être que l'année prochaine sur le Giro, s'il remporte une victoire d'étape, bon, voilà, il aura réussi la boucle, un petit peu comme Thibaut Pinot. C'est toujours triste quand vous avez des coureurs qui finissent, mais voilà, par exemple Fuglsang, Chris Froome. J'espère que voilà, Cavendish ne se retrouvera pas dans cette situation-là, parce qu'on se dira il aurait peut-être fallu qu'il arrête l'année dernière sur cette victoire sur le Giro. Donc j'espère voilà, que ça va aller mieux pour Cavendish, mais là ça a quand même été une première étape difficile. Un autre qui a connu une journée compliquée, c'est Fabio Jakobsen, et lui j'ai l'impression qu'il n'y a même pas l'excuse du vomi. Vraiment une journée difficile. Jakobsen, il passe vraiment plus du tout la montagne. Alors déjà, avant, c'était compliqué. Mais là, maintenant, ça devient vraiment difficile. Pour moi, c'est une erreur de l'emmener, parce qu'il n'a pas fait déjà un bon Tour d'Italie. Et que pour moi, tu as d'autres sprinters du côté de cette formation DSM, où tu pouvais emmener, par exemple, un Max Poole, par exemple, pour la montagne. Mais tu avais pour moi, mettre en sprinter numéro 1 Bram Bolton, c'était une possibilité. Tu avais surtout Casper Van Uden, qui pour moi est un jeune prometteur, et tu aurais pu lui faire découvrir le Tour de France. Tu avais également la possibilité Emile Lippins, qui a également une grosse pointe de vitesse. Bon, tu choisis Jakobsen, c'est un choix. Tu aurais pu prendre également Patrick Bevin, qui a une pointe de vitesse peut-être pour faire des top 10. Tu choisis Jakobsen, sauf que moi je pense que Jakobsen dans 4 jours ça va être compliqué aussi. On sait qu'il passe pas du tout la montagne. Là il est lâché quasiment d'entrée. J'ai peur que ça soit quand même très compliqué pour ce coureur là. Donc oui, inquiet du côté de cette formation. Et du côté de ce coureur néerlandais, je ne sais pas s'il va réussir à aller au bout de ce Tour de France, ça m'inquiète quand même énormément. Bon, pour finir cette vidéo, on regarde les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements de ce Tour de France. On commence avec Romain Bardet, donc vainqueur de cette étape devant Van den Broek. Vous voyez qu'il y a une cassure avec le peloton de 5 secondes pour Van Aert, Pogacar, c'est-à-dire que Romain Bardet n'est pas maillot jaune avec seulement 6 secondes d'avance sur Van Aert, mais plutôt 11 secondes d'avance sur Van Aert. Et puis donc Pogacar, Van Gils et autres sont à 15 secondes. Ça risque quand même d'être compliqué pour l'étape numéro 4.
Pour demain, il faudra voir dans Bologne, parce que la journée va pas être évidente, même si je pense que Romain Bardet va défendre hein, ce maillot jaune. Mais demain, on est sur une étape très punchy. Mais au moins, il aura porté le maillot jaune une journée dans sa carrière, même si c'est pas en France, c'est en Italie. Eh bien, il aura porté ce maillot jaune. Du côté des autres coureurs, pas de grande surprise hein, dans ce classement. Même Mantis est plutôt bien sur cette étape. En fait, les seuls leaders qui se sont fait avoir, ce sont les Français, notamment David Gaudu et Kevin Vauquelin, mais qu'on n'attendait peut-être pas forcément au top non plus. Sinon, les autres leaders, et Lutsenko aussi qui a perdu du temps, mais là aussi on avait quand même des gros doutes sur Lutsenko. Donc sinon, pas de surprise pour les autres leaders. Tout le monde finit dans le premier peloton. Du côté du classement du maillot vert, c'est Frank Vandenbroek qui avait pris des points au sprint intermédiaire, qui est devant Romain Bardet et Wout van Aert. On retrouve ensuite Sandy Dujardin et Pogacar Dujardin qui avaient remporté le sprint intermédiaire. Du côté du classement de la montagne, c'est Abrahamsen qui est en tête, mais c'est très serré avec 2 points d'avance sur Madoise. Vandenbroek est 4 points derrière. On trouve ensuite Jon Izagirre. Du côté du classement du maillot blanc, c'est Frank Vandenbroek qui est en tête, devant Van Gils et Evenepoel. La petite surprise, c'est Buitrago. Non, Buitrago est là, pardon. Je croyais qu'il avait perdu du temps. Eh bien, là aussi, au final, à part les Français, Martinez, Vauquelin, qui sont loin, mais qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Enfin, on avait des doutes, hein, encore une fois. Martinez, il n'était pas en très grande forme sur le Tour de Suisse. Kevin Vauquelin, c'était pas beaucoup mieux non plus. Donc, on les voit distancés. Du côté du classement par équipe, la DSM également devant, avec 10 secondes d'avance sur Visma, Ineos et Soudal. Déjà des équipes loin, hein, je pense notamment Arkea qui est déjà à plus d'une heure, ou la Total Energy à 48 minutes, et la Groupama 39,08 qui a passé une très mauvaise journée sur cette étape. Nous, on se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 2 autour de Bologne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis donc nous, on se retrouve demain même heure pour le débrief de l'étape numéro 2. Allez, ciao ciao. Peut-être un petit peu avant quand même au niveau du débrief. Peut-être qu'on sera à 21h. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.